Selon John Mearsheimer, Washington aurait déjà perdu la guerre contre l'Iran, aucune porte de sortie en vue. Il y a des moments dans l'histoire où un homme dit tout haut ce que les gouvernements refusent d'admettre et que les journalistes ont peur d'écrire. John Mearsheimer est ce genre d'homme. Professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago, théoricien de renommée mondiale du réalisme offensif, auteur d'une œuvre qui a prédit avec une précision désormais gênante chacune des catastrophes géopolitiques américaines de ces 20 dernières années, Mearsheimer a accordé le 11 mars 2026 un entretien à Glenn Deason qui restera, il faut le dire franchement, comme l'un des diagnostics intellectuels les plus dévastateurs jamais formulés publiquement sur une guerre en cours. Sa conclusion est simple, tranchante et irréfutable pour quiconque veut bien regarder la réalité en face. Les États-Unis ont déjà perdu cette guerre. Ils ne savent pas comment en sortir. Et le temps, inexorablement, travaille pour l'Iran. Salut à tous, je suis Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela m'aide à produire davantage d'analyses qualitatives pour vous. Je compte sur votre soutien. Partagez la vidéo autour de vous et merci de l'avoir fait. On continue. Pour comprendre le poids de ce jugement, il faut savoir qui est Mearsheimer et ce qu'il représente dans le paysage intellectuel américain. Ce n'est pas un militant anti-guerre de bas étage, pas un commentateur de réseau social cherchant le buzz, pas un idéologue de gauche qui trouverait dans l'échec américain une satisfaction politique. C'est l'homme qui a coécrit avec Stephen Walt l'ouvrage fondamental sur le lobby israélien et la politique étrangère américaine, démontrant avec rigueur académique comment les intérêts d'un État étranger avaient progressivement colonisé les institutions décisionnelles de Washington. C'est l'homme qui avait prédit dès 2014 que l'élargissement de l'OTAN vers l'Ukraine provoquerait une guerre catastrophique. Il avait raison. C'est maintenant l'homme qui dit, le 11 mars 2026, au 12e jour de l'opération Epic Fury, que Washington s'est fourré dans un piège dont il ne voit aucun chemin de sortie crédible. Et cette fois encore, tout indique qu'il a raison. Mearsheimer commence par poser le problème dans ses termes les plus nus, les plus dépouillés de toute rhétorique. Donald Trump voudrait mettre fin à cette guerre. Ce n'est plus un secret. Le Wall Street Journal a rapporté que ses conseillers les plus proches cherchaient activement une sortie, ce que la presse américaine appelle un off-ramp, une bretelle de sortie. Trump lui-même, dans une conférence de presse le 9 mars, avait utilisé une formule révélatrice en affirmant avoir déjà gagné à bien des égards, mais pas suffisamment, ce qui, dans la grammaire présidentielle américaine, est la façon la plus élégante de dire qu'on n'a pas gagné du tout. Fortune Magazine titrait ce 11 mars même que Trump n'avait pas de plan et pas de stratégie de sortie. La question, brutalement posée par Mearsheimer, est celle-ci. Comment un président qui voulait une victoire éclair en 48 heures se retrouve-t-il 12 jours plus tard à chercher désespérément comment éteindre un incendie qu'il a lui-même allumé? La réponse réside dans ce que Mearsheimer appelle la doctrine de la décapitation et dans les illusions qui l'ont entouré. Le plan initial était simple dans sa brutalité: tuer Khamenei, détruire les centres de commandement, décapiter la structure dirigeante iranienne et espérer que le corps politique du pays s'effondrerait sur lui-même dans la confusion et la panique. C'est cette logique qui a guidé les premières heures de l'opération Epic Fury le 28 février 2026. Khamenei a effectivement été tué. Et puis, rien ne s'est passé comme prévu. La succession a été assurée en moins de 24 heures selon un protocole constitutionnel préparé de longue date. Mojtaba Khamenei, le fils du guide défunt, a été désigné par l'Assemblée des experts. Les missiles iraniens ont commencé à partir dans les heures suivant la première frappe, comme si la mort de leur chef suprême n'avait pas interrompu une seule procédure opérationnelle. Mearsheimer résume cela avec une clarté que les médias grand public n'ont pas le courage d'imiter. La décapitation n'a pas fonctionné. Et une fois que la décapitation a échoué, il n'y avait plus de plan. Ce qui est peut-être le plus accablant dans l'analyse de Mearsheimer, c'est qu'il révèle que cette absence de plan n'était pas une surprise pour tout le monde à Washington. Avant le 28 février, 2 avertissements internes avaient été formulés. Le premier venait du général Kane, président du comité des chefs d'état-major, nommé par Trump lui-même, ramené de la retraite et promu 4 étoiles par le président, ce qui en fait l'officier le moins susceptible d'être accusé de déloyauté politique. Kane avait dit à Trump sans ambiguïté que les États-Unis ne disposaient pas d'une option militaire viable contre l'Iran. Le second avertissement venait du Conseil national du renseignement, qui avait produit une étude concluant que le changement de régime par la force aérienne était peu probable et que mettre rapidement fin à cette guerre serait extrêmement difficile. Trump a ignoré les deux.
Il a lancé la guerre quand même. Et Mearsheimer, qui n'emploie pas ce genre de formule à la légère, conclut que ce comportement n'est pas simplement imprudent, c'est de la folie stratégique. Le problème central que Mearsheimer identifie avec une précision chirurgicale est celui de la domination de l'escalade, ce que les stratèges américains appellent escalation-dominance. Cette doctrine repose sur une prémisse simple. Nous contrôlons l'échelle des tensions. Nous décidons quand monter, quand descendre. Nous fixons le rythme et nous imposons nos conditions parce que notre puissance militaire est tellement supérieure que l'adversaire ne peut que subir. C'est exactement ce que Pete Hegseth répète depuis le début du conflit, annonçant chaque matin que ce jour sera le plus intense de tous pour l'Iran, comme si la pure accumulation de bombes devait finir par produire la capitulation que les bombes précédentes n'avaient pas produite. Et c'est précisément cette logique que Mearsheimer démolit point par point, avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui connaît l'histoire militaire sur le bout des doigts. L'argument de fond est celui-ci. L'idée qu'on peut gagner une guerre par la seule puissance aérienne, par le seul bombardement stratégique, est une illusion que l'histoire invalide de manière unequivocally clear, dit Mearsheimer, sans la moindre ambiguïté. Il remonte à la naissance de l'aviation militaire après la Première Guerre mondiale, à la doctrine du bombardement stratégique développée dans les années 1920 et 1930, à cette promesse des théoriciens de l'air power qu'une armée de l'air suffisamment puissante pouvait à elle seule amener un pays ennemi à genoux sans qu'il soit besoin de soldats au sol, de batailles terrestres, de victoires décisives sur le champ. Cette doctrine a été testée à grande échelle pendant la Seconde Guerre mondiale, testée en Corée, testée au Vietnam, testé en Irak, en Afghanistan, au Yémen par proxy, et chaque fois, le verdict a été le même. On peut infliger une destruction colossale, on peut brûler des villes, on peut tuer des milliers de civils, on peut réduire en cendres une infrastructure industrielle en quelques semaines, mais on ne peut pas gagner une guerre par la seule puissance aérienne. Les populations tiennent, les combattants tiennent, les états-majors se dispersent et continuent d'opérer depuis des abris souterrains. Et la volonté politique de résistance, loin de fléchir sous les bombes, se durcit. Mearsheimer évoque l'Irak en 2003 pour illustrer cette limite fondamentale. Shock and awe, le bombardement préalable à l'invasion terrestre, avait été d'une intensité sidérante. Mais pour qu'il y ait changement de régime, il avait fallu des troupes au sol, des divisions blindées, une guerre terrestre qui avait mis des semaines. Et même avec ces forces terrestres massivement déployées, le processus avait été, selon le propre mot de Mearsheimer, « wickedly difficult », d'une difficulté démoniaque. Or, l'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran a 4 fois la superficie de l'Irak et presque le double de sa population. Il possède un relief montagneux qui rend toute invasion terrestre cauchemardesque. Il a des forces armées mieux entraînées, mieux équipées, plus idéologiquement motivées. Et il n'est pas question, dans l'opération Epic Fury, d'envoyer des soldats américains au sol. Trump le dit lui-même, il n'y a pas de boots on the ground, pas d'invasion, pas de prise de terrain. Seulement des bombes, des missiles Tomahawk, des frappes aériennes répétées. Seulement, autrement dit, exactement ce que l'histoire dit depuis un siècle qu'il ne suffit pas. Face à cette impasse stratégique, qu'est-ce que les Iraniens font ? Ils font précisément ce que Mearsheimer leur recommanderait de faire s'il était à leur place. Ils tiennent, ils ripostent, ils montent l'escalade en miroir et ils attendent que le coup politique et économique devienne insupportable pour l'adversaire. La 37e vague de missiles iraniens a été tirée le 11 mars, missile Khorramshahr à ogive lourde, barrage qui a duré plus de 3 heures au-dessus d'Israël. Les gardiens de la Révolution tirent depuis des sites dispersés à travers tout le territoire national, depuis des tunnels souterrains que les satellites n'ont pas tous cartographiés, depuis des lanceurs mobiles qui émergent, tirent en quelques minutes et replongent dans les galeries avant qu'un avion puisse les identifier. Au 12e jour, l'Iran tire encore. Il tire avec des armes au moins aussi sophistiquées qu'au premier jour. Il n'est pas à genoux. Il n'est pas en train de demander grâce. Son chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, a déclaré publiquement sur NBC ne pas chercher de cesser le feu et ne pas vouloir de négociations. Ce n'est pas du bluff. C'est une position stratégique cohérente avec ce que Mearsheimer décrit. L'Iran a tout intérêt à prolonger la guerre parce que chaque jour supplémentaire rapproche le moment où Washington sera contraint d'accepter une sortie qui ne ressemblera pas à une victoire. Et ici intervient l'argument le plus dévastateur de Mearsheimer, celui sur les États du Golfe et la vulnérabilité catastrophique de l'architecture économique de la région. Les planificateurs américains et israéliens ont pensé cette guerre comme un duel bilatéral. Nous frappons l'Iran, l'Iran essaie de riposter sur Israël, nous interceptons, nous frappons plus fort, il cède. Mais l'Iran ne joue pas ce jeu bilatéral, il joue un jeu régional total, et dans ce jeu régional, les États du Golfe sont des cibles d'une fragilité extraordinaire.
Mearsheimer l'articule avec une précision qui devrait glacer le sang dans les chancelleries de Riyad, Abu Dhabi et Doha. Les infrastructures pétrolières du Golfe sont concentrées sur quelques sites. Les usines de traitement du pétrole et du gaz naturel liquéfié sont peu nombreuses, visibles depuis l'espace et parfaitement accessibles aux missiles balistiques et aux drones iraniens. Mais le vrai point faible, celui dont Mearsheimer dit qu'il lui a sauté aux yeux en lisant les statistiques, ce sont les usines de dessalement. Le Koweït dépend à 90% de ses usines de dessalement pour son eau potable, l'Arabie saoudite à 70%, Oman à 76%. Une seule usine de dessalement approvisionne 90% des besoins en eau de Riyad, une ville de 7 millions d'habitants. Détruire cette usine, ce n'est pas infliger des dommages économiques, c'est rendre la capitale saoudienne inhabitable, et l'Iran, dit Mearsheimer sans détour, a les missiles et les drones pour le faire. Voilà pourquoi la thèse de la domination de l'escalade est non seulement fausse, mais dangereuse. Quand Pete Hegseth menace d'intensifier les bombardements sur l'Iran pour le forcer à capituler, l'Iran peut répondre en menaçant de détruire les infrastructures énergétiques et hydrauliques du Golfe. Et cette menace n'est pas rhétorique, elle est militairement crédible. Elle l'est d'autant plus que 20% des exportations mondiales de pétrole et de gaz naturel passent par le Golfe Persique et que la fermeture du détroit d'Ormuz, décrétée dès les premières heures par les gardiens de la Révolution, a déjà fait bondir le baril à plus de 110 $. Trump peut tweeter qu'il frappera l'Iran 20 fois plus fort s'il bloque le détroit. Macron peut parler d'une force européenne pour rouvrir le passage. La réalité militaire que Mearsheimer articule, c'est que les navires de guerre américains dans le Golfe Persique sont des cibles vulnérables face aux missiles anti-navires iraniens, une réalité que la marine américaine avait elle-même signalée à Trump quand il avait évoqué l'idée d'escorter des pétroliers. Le détroit ne sera pas rouvert par la force, et si l'Iran décide de frapper les raffineries saoudiennes et les usines de dessalement, il n'y aura plus rien à exporter de toute façon. C'est dans cet environnement stratégique que Mearsheimer prononce sa conclusion la plus froide. Les Iraniens sont dans le siège du conducteur, pas les Américains, pas les Israéliens, les Iraniens. Ils ont des options que leur adversaire n'a pas. Ils peuvent monter l'escalade d'une façon qui serait catastrophique pour l'économie mondiale et qui forcerait Washington à mettre un terme à cette guerre, non pas parce qu'il aurait gagné, mais parce que le prix de la poursuite serait devenu politiquement insupportable. Et ce scénario, dit Mearsheimer, n'est pas théorique, c'est a very realistic scénario. Et si ce scénario se matérialise, les États-Unis n'auront pas obtenu la capitulation iranienne. Ils auront cédé devant la pression économique que l'Iran aura su exercer. Ce sera une défaite. Pas spectaculaire, pas officiellement déclarée, mais réelle. La question de Netanyahou hante tout l'entretien de Mearsheimer sans être toujours nommée explicitement, mais elle affleure à chaque tournant de l'analyse. Qui a poussé Trump dans cette guerre? La réponse de Mearsheimer est sans équivoque, et il l'a répété dans plusieurs forums depuis le 3 mars, date à laquelle il écrivait sur son Substack que l'administration Trump avait été entraînée dans cette guerre par Israël et son lobby extrêmement puissant aux États-Unis. Marco Rubio lui-même, secrétaire d'État, l'a admis. Le speaker de la Chambre, Mike Johnson, l'a admis. Netanyahou a passé des années, selon Mearsheimer, à promettre à ses interlocuteurs américains qu'il suffisait de frapper l'Iran fort, vraiment fort, pour que le régime s'effondre et soit remplacé par des dirigeants plus modérés et subservients à Washington et Tel Aviv. Il avait convaincu Trump, qui voulait croire en une victoire simple, que cette guerre serait rapide et décisive. Chaque président américain avant lui avait refusé de tomber dans ce piège, dit Mearsheimer, Biden compris. Obama, Bush dans ces dernières années, tous avaient compris que c'était un piège, que la victoire rapide promise ne se matérialiserait pas. Trump seul n'a pas résisté à cette promesse. Et maintenant, il se retrouve au 12e jour, sans victoire, sans plan et sans sortie. Il y a quelque chose d'une ironie cinglante que Mearsheimer ne formule pas ainsi mais qui découle logiquement de son analyse dans le fait que l'Iran qu'on a voulu soumettre se retrouve renforcé dans sa détermination. Le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, 56 ans, fils du guide assassiné, est décrit par tous les analystes comme plus dur, plus intransigeant, plus radical que son père. Le Soufan Center, think tank américain qui ne peut pas être accusé de sympathie pro-iranienne, a noté le 8 mars que son élection antagonisait davantage les États-Unis et que même un modéré hypothétique à sa place aurait été incapable de satisfaire les demandes américaines parce que tous les dirigeants iraniens, sans exception, partagent les principes fondamentaux de la révolution islamique. Refuser la domination américaine, s'opposer à l'existence d'Israël et développer les capacités technologiques stratégiques pour se protéger des pressions extérieures.
En voulant produire un dirigeant iranien docile, Washington a produit un dirigeant iranien qui a des raisons personnelles de haïr les États-Unis et Israël que son père n'avait pas. Les bombes qui ont tué Khamenei père ont fabriqué Khamenei fils. Mearsheimer touche ensuite à un aspect de ce conflit que les médias occidentaux traitent comme un détail anecdotique, mais qui est en réalité d'une importance capitale, le rapport que Trump entretient avec la réalité. Cette guerre a été lancée sur la base de représentations mentales qui ne correspondent pas au monde réel. Trump a affirmé que les missiles iraniens étaient tous imprécis. C'est faux. Les gardiens de la révolution disposent de missiles balistiques et de drones d'une précision documentée, qui ont touché des cibles spécifiques à des centaines de kilomètres de leur point de lancement. Trump a affirmé que l'Iran avait des missiles Tomahawk. Il n'en a pas. Les Tomahawk sont une arme américaine brevetée. Trump a affirmé avoir effacé de la carte le programme nucléaire iranien lors de la guerre de 12 jours de juin 2025. Ce n'était pas vrai. L'uranium iranien enrichi à 60% était encore là, en partie du moins au moment où l'opération Epic Fury a débuté. Mearsheimer, qui a écrit un livre sur les mensonges en politique internationale intitulé Why Leaders Lie, fait une distinction essentielle. Certaines de ces affirmations sont des mensonges conscients, mais d'autres, et c'est peut-être plus inquiétant, reflètent de sincères convictions qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Un dirigeant qui ment et qui le sait reste calculable. Un dirigeant qui croit à ses propres inventions est imprévisible d'une façon autrement plus dangereuse. Ce que cela signifie pour l'Iran est clair, son adversaire principal opère dans un univers mental déconnecté des réalités du terrain. Trump a déclaré avoir déjà gagné à bien des égards, le 9 mars, quand aucun objectif militaire déclaré n'avait été atteint, que le programme nucléaire iranien n'était pas détruit, que le régime n'était pas effondré, que les missiles iraniens continuèrent de tomber sur Israël et sur les bases américaines du Golfe. Fortune, CNBC, NPR, la totalité de la presse économique américaine décrivait le même jour un coût de 5,6 milliards de dollars de munitions consommées en 2 jours, une essence grimpée de 2,95 à 4 dollars le gallon en une semaine, un baril à 110 dollars avec des projections à 150 si le détroit d'Ormuz restait fermé, un Dow Jones erratique réagissant à chaque communiqué militaire. L'économie américaine commence à saigner. Et son président dit avoir déjà gagné à bien des égards. Il y a un précédent que Mearsheimer cite avec une économie de mots qui en dit long sur sa propre frustration, la guerre de 12 jours de juin 2025. Cette guerre préalable, moins médiatisée parce qu'elle impliquait uniquement Israël sans les États-Unis, avait déjà démontré exactement les mêmes limites. La décapitation n'avait pas fonctionné. La domination de l'escalade n'avait pas fonctionné. Ce furent les Israéliens qui avaient voulu mettre fin à cette guerre après 12 jours, pas les Iraniens, en partie parce que les stocks de missiles intercepteurs s'épuisaient dangereusement. Mearsheimer pose la question rhétoriquement, avec une pointe d'exaspération à peine dissimulée. Si cette guerre de 12 jours avait déjà montré toutes ses limites, pourquoi une opération conjointe américano-israélienne plus large produirait-elle des résultats différents? La réponse implicite est que le vœu de victoire facile avait pris le dessus sur l'analyse des faits. Et maintenant, 12 jours après le début de l'opération Epic Fury, le même mur est atteint, plus tôt, plus brutalement que lors de la répétition générale de juin. La question européenne dans l'entretien de Mearsheimer est à la fois lucide et révoltante, et elle mérite d'être rapportée telle qu'elle parce qu'elle dit quelque chose sur le monde dans lequel nous vivons. L'Europe, selon Mearsheimer, est en train de soutenir rhétoriquement une guerre qui va contre ses propres intérêts fondamentaux. Elle s'est déjà coupée de l'énergie russe au nom de la guerre en Ukraine. Elle est maintenant exposée à la disruption de l'énergie du Golfe à cause de la guerre en Iran. Elle n'a aucune capacité militaire réelle pour influencer l'issue du conflit. Et pourtant, elle suit. Elle suit parce qu'elle a peur que les États-Unis réduisent leur engagement militaire en Europe si elle ne se montre pas loyale. C'est ce que Mearsheimer appelle avec une franchise désarmante « lick America's boots », se coucher devant Washington. L'Espagne est la seule exception. Mearsheimer lui concède d'avoir compris quelque chose que les autres dirigeants européens n'ont pas encore assimilé. Trump est un bully, un intimidateur. Et face à un intimidateur, la déférence appelle le mépris, pas la reconnaissance. Seule la résistance produit du respect. Les Espagnols ont résisté. Et les autres continuent de se comporter, dit Mearsheimer avec une ironie froide, comme si l'on était en 1805 et que Napoléon allait défendre leurs intérêts. Au bout de toute cette analyse, il reste une question que Mearsheimer formule, mais à laquelle il admet ne pas avoir de réponse satisfaisante. Comment cette guerre se termine-t-elle? Il est incapable, dit-il, de raconter une histoire plausible qui explique la fin du conflit. Si les États-Unis avaient remporté une victoire décisive comparable à la victoire alliée de 1945,
La réponse serait simple. On impose ces conditions aux vaincus et on rentre chez soi. Mais cette victoire décisive n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu. L'Iran continue de combattre. Il continuera. Sa doctrine n'est pas de gagner la guerre au sens conventionnel du terme. Elle est de refuser à l'adversaire la victoire jusqu'au point où le coût de la poursuite du conflit devient politiquement, économiquement et psychologiquement insoutenable pour lui. Cette doctrine, patiente, méthodique, construite sur 40 ans de préparation, est en train de fonctionner. Et Mearsheimer, qui ne croit pas au miracle, n'en attend pas un ici. Ce que l'Iran a compris, et c'est peut-être cela le fond de l'affaire, c'est que les guerres modernes ne se gagnent pas uniquement sur les champs de bataille. Elles se gagnent aussi dans les marchés financiers, dans les sondages d'opinion, dans les salles de réunion de l'OPEP, dans les déclarations des sénateurs américains qui regardent leur cote de popularité plonger avec le prix de l'essence, dans les bureaux des PDG de compagnies aériennes qui annulent des vols et perdent des millions par jour. L'Iran frappe Israël avec ses missiles. Il frappe l'économie mondiale avec la fermeture d'Ormuz. Il frappe la crédibilité de Trump avec sa simple persistance, avec le seul fait de ne pas s'effondrer. Et chaque jour qui passe sans capitulation iranienne est une victoire iranienne. Parce que chaque jour qui passe confirme que la promesse de Netanyahou et de Trump d'une guerre rapide et décisive était un mensonge ou une illusion. John Mearsheimer, au fond, ne dit rien d'autre que ce que l'Iran dit depuis le premier jour. Il dit simplement qu'on devrait y croire. Et si les capitales occidentales l'avaient écouté avant le 28 février 2026, comme elles auraient dû l'écouter avant le 24 février 2022, avant le 20 mars 2003, avant le 7 octobre 2001, peut-être que les sirènes de Tel Aviv ne hurleraient pas encore au 12e jour, et peut-être que Téhéran ne brûlerait pas sous des bombes qui n'ont produit ni la paix promise, ni la victoire rêvée. Mais les capitales occidentales ne l'ont pas écouté. Et maintenant, Washington cherche une porte de sortie dans un couloir dont tous les murs sont des miroirs renvoyant l'image de ses propres erreurs. Il reste une dernière chose à dire sur ce que cette guerre révèle à ceux qui veulent bien regarder au-delà des communiqués militaires et des discours de victoire. Elle révèle la solidité d'un modèle de résistance que Téhéran a mis des décennies à construire et que ses adversaires ont systématiquement refusé de prendre au sérieux, préférant les métaphores rassurantes du régime à bout de souffle, de la population impatiente de se libérer, du colosse aux pieds d'argile qui s'effondrerait à la première poussée. Ces métaphores étaient fausses, elles l'ont toujours été. Et Mearsheimer, lui, ne les a jamais employées. Il a toujours dit que l'Iran était un adversaire sérieux, que ses dirigeants pensèrent de façon stratégique, que sa capacité à encaisser des punitions massives était réelle et documentée par l'histoire de la guerre Iran-Irak dans les années 1980, durant laquelle le pays avait absorbé 8 ans de conflits brutals, d'attaques chimiques, de blocus international et avait continué à se battre. Ce pays-là, forgé par cette expérience, préparé à cette guerre pendant 40 ans, ne capitule pas parce que Pete Hegseth annonce que ce mardi sera le jour le plus intense de tous. La vraie question que pose Mearsheimer et, à travers lui, la logique impitoyable des événements n'est pas de savoir si l'Iran va gagner cette guerre au sens où on gagne une partie d'échecs en prenant le roi adverse. La vraie question est de savoir combien de temps il faudra à Washington pour reconnaître publiquement ce qu'il reconnaît déjà en privé, que cette guerre ne peut pas être gagnée de la façon dont elle a été conçue, que la sortie qu'elle cherche sera négociée sur des bases qu'elle n'aurait jamais imaginé accepter le 28 février 2026, et que le pays qui a résisté à la coalition la plus puissante du monde pendant 12 jours, puis 20, puis davantage, sortira de ce conflit avec une stature géopolitique que nul bombardement ne pourra plus effacer. L'Iran, blessé, meurtri, comptant ses morts par milliers, ses villes marquées par les explosions, son économie soumise à une pression supplémentaire, l'Iran tient, il tire encore. Il refuse de plier. Et dans la bouche d'un réaliste comme John Mearsheimer, qui n'emploie jamais ces mots par sympathie idéologique mais par analyse froide des rapports de force, cela signifie une chose précise. Il a déjà gagné ce qui compte le plus dans une guerre asymétrique, la démonstration que l'adversaire dominant n'est pas omnipotent, que sa puissance a des limites, et qu'il paiera le prix de ne pas les avoir connus avant de partir en guerre.